quand on n'est pas discipliné, quand on ne sait pas ce qu'on veut clairement et qu'on se retrouve quelque part comme au Japon, on est perdu. Il faut clarifier ce qu'on veut. Et moi, c'est vrai, j'étais passionné, j'étais sûr que je voulais connecter le Japon à l'Afrique. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'était d'abord l'insertion culturelle, arriver à comprendre cette culture d'affaires au Japon. Parce que moi, j'étais très impatient. Et pour moi, quand j'y vais... Pour toi, tu es sélectionné pour un programme, arrivé là-bas, tu développes un business plan. Tu cites, et puis on finance, et puis je suis là, et puis ça finit. Et mais j'ai tellement proposé d'idées, et que c'est toujours non, il faut aller revoir, et c'est toujours des questions qui me reviennent. Mais j'ai dit, mais écoute, moi j'étais entrepreneur au pays là, comment? C'est moi, c'est David quand même. Voilà, c'est David quand même là. Pourquoi je vais au Japon et vous me rendez la vie aussi difficile? Il y avait tellement d'opportunités, mais il fallait arriver à s'exprimer. La langue était le premier challenge. Est-ce que tu comprenais déjà le japonais avant de quitter? Ou c'est sur place que tu apprends les premiers mots? Non, je ne savais rien en japonais. Dit pour le japonais, c'est pas d'abord ta compétence, c'est qui tu es. Tu as beau avoir le diplôme, tu as beau avoir les compétences, il veut savoir d'abord, est-ce que tu es un homme de valeur? Est-ce que tu es un homme patriotique, quelqu'un qui a même du respect pour ta propre culture, avant même de venir parler de la culture japonaise. Donc quand tu remplis toutes ces conditions, c'est en ce moment qu'il viendra chercher à savoir qu'est-ce que tu apportes en termes de compétences ou de valeur ajoutée dans le débat. Voilà. Et bien sûr, quel impact toi-même tu voudrais créer en tant qu'individu, ainsi de suite. Je suis des ressources humaines, donc je parle mais la sélection est vraiment pique. Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Parlons Science. Aujourd'hui, nous irons en Asie découvrir un pays qui offre beaucoup d'opportunités, le Japon. Oui, parce que très souvent, quand on dit qu'il faut migrer, on pense à l'Occident. Mais bien évidemment, le Japon offre des opportunités aux jeunes. Sauf qu'il y a des barrières linguistiques qui peuvent intervenir et une préparation assez rude. Aujourd'hui, nous recevons David Kpondéhou qui, lui, est parti au Japon depuis une décennie, qui a fait son expérience et qui, aujourd'hui, est le président de la plateforme de la diaspora africaine au Japon. On va apprendre de lui quelques leçons pour mieux se préparer pour ceux qui veulent certainement aller faire une thèse de doctorat au Japon ou ceux qui veulent s'essayer en sciences au Japon. Alors, David, bonjour. Bonjour, Philbert. Je rappelle que c'est David Kpondéhou, un modèle. Bien sûr. Alors, David Kpondéhou est aujourd'hui le président de la plateforme de la diaspora africaine au Japon. Oui. Une plateforme qui joue quel rôle concrètement? Alors, merci beaucoup, Philbert. La plateforme de la diaspora africaine au Japon est cette plateforme-là qui connecte le Japon et l'Afrique. Et donc, nous sommes comme un pont entre le Japon et l'Afrique du point de vue culturel, économique et social et tout. Parce que récemment, tu étais à la TICAD et on entend dans le discours du premier ministre japonais le nom de David. C'est qui David? Un diplomate, un entrepreneur ou un étudiant? Je vais rectifier, le premier ministre a bien dit Kpondéhou. Il n'a pas dit David. Il n'a pas dit David. Ok, d'accord. Alors David est un entrepreneur à la base, mais qui s'est retrouvé au Japon en tant que boursier d'un programme d'entrepreneuriat, Awaji Youth Federation, qui est basé sur l'île d'Awaji et qui est fondée et organisée par l'entreprise Pasona Group. Ouais. Pasona Group, c'est le leader des ressources humaines au Japon. Ouais. Ils ont 25 000 employés. Donc, suite à ce programme, après que on ait fini l'année de formation et d'entrepreneuriat, l'entreprise m'a offert un contrat pour rester. Donc, je voulais bienvenue. Mais bon, je suis resté et laissé continuer à faire des activités avec l'Afrique. Donc là, ce programme qui m'a amené, je suis le manager du programme. Donc c'est moi qui recrute. Tu étais parti pour devenir boursier et puis tu finis pour un manager du programme. Bien sûr, c'est ce que j'ai dû faire. Avec le temps, l'entreprise a eu confiance en moi et ils m'ont donné le poste de manager pour gérer le programme et tous ces aspects. Voilà. Mais c'est un programme qui a vu des milliers de candidatures.
Bien sûr. Et comment tu t'es distingué dans ce lot-là? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a été à ton avantage? Je pense que ce qui a été à mon avantage, c'est d'abord la confiance en moi, de pouvoir compétir au niveau international. Et je pense que c'est d'abord l'attitude de croire que moi aussi, dans ces 30 poussiers qui vont recruter dans le monde entier, j'allais dire, je mérite aussi de faire partie de cette liste-là en tant que Béninois. Et effectivement, je suis arrivé là-bas, j'étais le seul Béninois, et on avait 3 pays africains sur les 26 Boussier. Les 30 boussiers, on avait 22 nationalités, dont 3 pays africains, dont le Tunisie, Djibouti et le Bénin. Donc on a fait notre chemin après le programme. Bon, ils ont reconsidéré certains d'entre nous pour rester. Et chemin faisant, ils ont eu plus confiance en moi et m'ont permis d'être aujourd'hui le manager du programme. Et donc tout ce qui est le day-to-day, le recrutement, comme je le disais, à la gestion du programme. Mais à côté de ça, je ne me suis pas arrêté là parce que je voulais toujours m'assurer que je suis connecté à l'Afrique, je fais quelque chose pour l'Afrique, pour mes pères qui sont restés au pays. Donc j'ai fondé avec un collaborateur ici au Bénin, Africa Samouraï, qui est une entreprise. Samouraï qui veut dire quoi? Samouraï, mais c'est le guerrier japonais. Donc tu es devenu guerrier. Bon, je suis allé même d'une expérience d'un livre que j'ai lu, qu'on appelle le samouraï noir, qui est écrit de Serge Billet, un Martiniquais qui est d'origine ivoirienne. Donc j'ai lu le livre, quand ça a apparu, j'ai vu ça tout de suite, j'ai acheté, j'ai lu, et j'ai vu l'esprit du samouraï, j'ai vu l'histoire d'un Africain qui est parti en tant qu'esclave de la Mozambique, on dirait, et qui, faisant chemin, vendu de pays en pays, un de ses maîtres l'a amené au Japon et puis rencontre le roi Nobunaga, qui était l'homme fort d'alors de Kyoto, et qui l'a identifié, qui lui donne cette opportunité de faire partie de cette armée prestigieuse du japonais qu'on appelle le samouraï. Donc cette histoire du samouraï, avec les valeurs du samouraï, je pense que je les incarne, et donc j'ai voulu aussi, moi aussi, avoir mon histoire en tant qu'un samouraï au Japon de notre ère. Donc après Africa Samouraï, je me suis dit, écoute, il y a quelque chose qui manque entre le Japon et l'Afrique. Une plateforme qui connecte les deux mondes. Et j'ai commencé à parler à mes pères africains qui, chacun a son association. Tu sais comment on s'organise. Et chaque pays a son association. Il y a des petits pays même qui ont plus de 2, 3, 4 associations. J'ai dit, mais comment on peut arriver à s'exprimer de cette façon? Alors j'ai eu la chance de convaincre pas mal. Et beaucoup ne comprenaient pas pourquoi moi je viens d'arriver. Et puis tout de suite, tu veux casser les codes. Voilà, non, mais ils sont là depuis 20 ans. Et ils disent, mais écoute, toi tu viens d'arriver, tu connais rien, tu n'as rien compris. Il dit non. Au fait, si vous êtes ici il y a longtemps, que vous n'avez pas cette passion et la vision qu'il faut, c'est pas évident que, bon, qu'on change les choses. Et on se frustre et dit, le Japon ne connaît pas l'Afrique, les Japonais ne connaissent pas l'Afrique, ils pensent qu'on est tous un seul pays et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que communauté, pour changer les choses? Et donc c'est ça qui, moi, m'a motivé. J'ai poussé, comme d'habitude. Et aujourd'hui, depuis 2019, nous avons la plateforme de la diaspora africaine, dont je suis cofondateur, bien sûr, avec mes pairs, et dont je suis le président, et qui est aujourd'hui la plateforme qui fait aujourd'hui, comment j'ai dit... qui connecte l'Afrique au Japon. Qui connecte l'Afrique au Japon, qui fait notre honneur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais au départ, le premier ministre japonais a dit Pondeo. Ben, il ne l'a pas dit parce que il aime bien la tête de Pondeo en tant qu'individu, mais il voit déjà il voit les dynamiques qui sont en cours. Très bien, avec tout ce qu'on a pu mettre sur place jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la TICAD également. Donc voilà, David Pondeo en résumé, je travaille à Pasona Group en tant que manager du programme Awadji Youth Federation. Je suis aussi cofondateur de Africa Samouraï qui aujourd'hui forme les jeunes en entrepreneuriat dans l'éthique pour créer de l'emploi ici au Bénin et en Afrique. Et je suis également le fondateur et président de la diaspora africaine au Japon. On connaît maintenant bien David, mais il faut qu'on reparte un peu en arrière. Il y a 15 ans en arrière ou il y a 20 ans, David était qui?
Je rappelle quand même que David a fait l'Université nationale l'Université d'Abomey Calavi. Bien sûr. Bon, pas l'UNB. L'Université d'Abomey Calavi. David a fait le département d'anglais. Bien sûr. David a été militant de la FNEP, la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Qu'est-ce qui démarquait David de tout ce monde-là, à Cotonou, à Calavi, en ce moment-là? David était très ambitieux, comme le roi David lui-même. Donc rien ne l'arrêtait, quand bien même qu'il se trouve dans un monde nouveau et il fait tout pour pouvoir sortir la tête et pouvoir changer les choses. C'est un leader. Voilà, mais c'est pas parce que David le fait parce qu'il le veut pour lui-même. Je suis toujours artisan, comme passionné par le changement qui peut impacter plus d'un. Et donc voilà, moi je suis venu de la Côte d'Ivoire où je suis né, je suis béninois bien sûr d'origine. Et après le bac, les choses ont voulu que je me retrouve au Bénin pour continuer les études. Quand je suis arrivé, je suis venu avec un bac C d'ailleurs. Donc quand on parle d'anglais, bac C, vous voyez comment c'est. Quelqu'un qui fait un bac scientifique mais qui vient faire l'anglais. Voilà, c'est déjà trop mélangé. Je suis arrivé et il dit, mais écoute, j'ai envie de créer aussi une autre communauté, puisque depuis en Côte d'Ivoire, j'étais responsable des classes. Donc, je mobilisais les gens toujours. Donc, j'arrive au Bénin, je dis, allez m'inscrire en maths physique et tout ça, c'est bien, mais est-ce que j'ai le temps de me connecter à mes pairs? Donc, j'ai ciblé la SECNA en son temps. Et j'ai dit, bon, je commence par l'anglais, qui me passionnait déjà. Le temps que le concours de la SECNA soit lancé, j'allais voir ce qu'il fait avec. Après, les choses ne se sont pas passées comme je voulais. J'ai continué en anglais jusqu'à la maîtrise. Mais au même moment, j'étais responsable d'amphi. Je me rappelle en première année, quand je voulais être responsable, les gens ont dit, mais toi, tu viens de la Côte d'Ivoire, tu ne connais personne ici, comment tu peux être responsable? J'ai dit, bon, je vais servir, et si les gens pensent que je peux être utile, ils vont me voter. Mais comment tu as pu les convaincre quand même? J'ai commencé à être volontaire, j'ai commencé à faire les TD avec les aînés là. On organisait des TD gratuits pour ceux qui ne venaient pas en amphi. On les aidait à résumer les cours. Et donc les gens trouvaient que je les sais quand bien même qu'ils ne m'ont même pas encore voté comme responsable. Il y a des actes, il y a des actions, il y a quelque chose qui bouge déjà. Qui bouge déjà. Et donc, petit à petit, quand la période est arrivée, qu'on a parlé d'élection, j'ai levé le doigt et j'ai dit, bon, si vous voulez, je vais vous servir. Mais tout de suite, ça n'a pas été facile pour ceux qui sont même nés ici au Bénin, qui avaient tout leur communauté. Et ce n'était pas facile. J'ai été responsable. Je me suis imposé par mon service, pas par ma force ou un pouvoir donné, non. Et donc c'est comme ça que j'ai pu diriger l'amphi avec bien sûr d'autres pairs en anglais. Et puis petit à petit, j'ai été responsable jusqu'en 4e année. Et j'étais aussi président de la commission électorale de la Flash d'alors, où la Flash était toujours dans les crises. Le jeu politique depuis l'amphi. Ça c'est arrivé parce que la Flash, après les élections, entre-temps, il y avait toujours des crises. Et puis quand les gens m'ont approché, ils ont dit, David, on veut que tu t'essayes à cet exercice. J'avais bien un candidat en anglais là. Et que les gens me poussaient à soutenir et faire tout pour que le candidat passe. J'ai dit non, celui qui mérite va passer. Effectivement, j'ai poussé les choses. On a eu une élection où le candidat qui n'était pas de ma faculté a remporté les élections et les gens ont dit, mais tiens, la crédibilité. La crédibilité, mais les miens n'étaient pas contents parce qu'ils te disaient que je partais là-bas pour jouer le jeu. J'ai dit non, je ne vais pas plonger toute la Flash juste parce que je veux que mon département gagne. J'ai fait ce passage, j'étais à la FNEP, candidat même à la tête. Et puis bon, après les choses ne se sont pas passées comme voulu. Et j'ai été dans le cabinet de la fédération au temps de Smith. À Wandinou. Et puis bon, voilà. À l'état-major. À l'état-major, j'étais aussi à la police, universitaire. Oui. Et après, bon, j'étais même le président de la diaspora. À Bercy, voilà, le président de la diaspora béninoise venu de la Côte d'Ivoire. Oui, des Béninois venus de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc je crois que ça me suit alors. Oui. Je viens de me rencontrer. Tout à fait. Voilà, c'est ça, j'ai fait. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit, je vais continuer de servir. Je suis allé servir, comment on appelle, mon village. J'ai servi l'ACET, qui est l'association des étudiants scolaires de Tio.
J'ai servi, et puis bon, j'ai continué à servir. Et voilà, je continue de servir aujourd'hui. Je ne vais pas arrêter de servir. Mais on parle science ici, mais l'anglais aussi, c'est une discipline bien sûr, quand même. Bien sûr. Et donc, comment se fait-il que beaucoup pensent que quand on fait l'anglais, c'est pour devenir professeur d'anglais? Voilà. Mais toi, tu fais l'anglais pour devenir entrepreneur et pour avoir une vision de quelqu'un qui va dans les sciences à SECNA. Qu'est-ce qui faisait la démarcation déjà à l'époque? Qu'est-ce qui faisait que pour toi, tu avais une vision vers quelque chose de précis pour faire l'anglais? Pour moi, l'anglais, c'est un moyen de communication. C'est pas... si tous ceux qui parlent anglais ont le même mérite de communiquer, mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'apporte sur la table? C'est là que je me suis dit, moi, je vais être entrepreneur, je vais utiliser l'anglais pour communiquer, pas pour ma carrière. Pas pour devenir enseignant. Enseignant, voilà. D'autres prenaient l'anglais comme... Voilà, c'est la fin. Pour moi, l'anglais, c'était un moyen de début pour atteindre mes objectifs. Je suis même allé faire 2 ans en SE parce que je cherchais la clé pour l'entrepreneuriat. J'ai dit, bon, si je rentre en SE, je vais faire... Sciences économiques. Sciences économiques, je vais faire je vais devenir businessman et tout ça. Là-bas encore, il y avait tellement de théories. J'ai dit, non, attends. J'ai eu une bourse pour aller à une institut canadienne qui était à la Plavendus Leadership and Entrepreneurship Institute. Et là, j'ai fait de l'entrepreneuriat pratique, voilà, pour des années. Et puis après ça, je continuais moi-même dans l'auto-entrepreneuriat. Et puis voilà, je faisais toujours mes mouvements. Et donc voilà comment je faisais tout ça quand j'ai eu d'intérêt au Japon. Okay. Mais quand tu annonces ton départ pour le Japon, qu'est-ce qui était la réaction de ton entourage? D'abord, il dit que c'est le Japon. Toi, tu vas jusqu'au Japon. Jusqu'au Japon. C'est-à-dire, pour eux, ils voyaient déjà la distance. Jusqu'au Japon. Comment tu peux imaginer aller au Japon? Et d'abord, j'étais même en service en son temps. Je travaillais en assistance. Dans une institution de la République? Voilà, de la République. Et puis, j'étais bien positionné parce que les gens m'enviaient déjà. Ils disent, mais toi, tu as réussi ici et tu vas au Japon pour formation. Non, ça, on ne te comprend pas. Toi, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il faut prendre conscience. Il faut redescendre. Voilà, redescendre, comme on le dit. Mais j'ai dit, écoute, j'aimerais prendre ce nouveau challenge pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai eu d'abord à collaborer avec des Japonais entre-temps qui venaient ici, dont j'étais président coordinateur d'une ONG. Et voilà, on faisait des homestays. Et il y a des entreprises japonaises qui venaient chercher des opportunités d'affaires. Ils faisaient des recherches, d'études de marché, on les accompagnait. C'est là que j'ai su qu'il y a une valeur dans cette culture-là que je vais découvrir davantage. Et quelle est cette valeur-là? Moi, je prônais pour l'entrepreneuriat social. Et je me dis, il fallait trouver un problème, le résoudre et créer de l'impact tout en faisant du business. Et j'ai trouvé ça dans le Japonais qu'ils rencontrent. Quand ils arrivent, ils veulent toujours savoir quels sont les problèmes, quel impact vous pouvez créer, et quel nombre d'emplois on peut créer. Ils ne viennent pas du Sud comme d'autres le font, combien on peut gagner. Non, ils étaient beaucoup plus sur l'impact. Et qu'est-ce que ça va changer? Voilà, et ils sont toujours intéressés par qui tu es, qu'est-ce que tu manges, comment tu vis. Ils sont intéressés par les personnes plutôt qu'à la matière en premier. C'est bien qu'ils veulent faire du business, mais ils veulent d'abord nous connaître, ils veulent d'abord voir quel impact ils vont créer. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la culture. J'ai dit, bon, attends, moi aussi, je vais aller voir davantage. Et c'est cette curiosité qui m'a poussé à aller au Japon. Et une fois sur place, l'insertion a été facile ou difficile, complexe? Tu veux que je dise la vérité? La vérité, on ne fait pas le cacher. L'insertion au Japon n'a pas été facile. Je m'y attendais parce qu'on dit souvent que le Japon est un pays fermé. Voilà. Alors, en quoi c'est souvent difficile quand on vient? Mais quand on n'est pas discipliné, quand on ne sait pas ce qu'on veut clairement et qu'on se retrouve quelque part comme au Japon, on est perdu. Il faut clarifier ce qu'on veut. Et moi, c'est vrai, j'étais passionné, j'étais sûr que je voulais connecter le Japon à l'Afrique. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'était d'abord l'insertion culturelle, arriver à comprendre cette culture d'affaires au Japon. Parce que moi, j'étais très impatient.
Et pour moi, quand j'y vais Pour toi, tu es sélectionné pour un programme, arrivé là-bas, tu développes un business plan. Tout de suite, et puis on finance, et puis je suis là, et puis ça finit, quoi. Et mais j'ai tellement proposé d'idées, et que c'est toujours non, il faut aller revoir, et c'est toujours des questions qui me reviennent. Mais j'ai dit, mais écoute, moi j'étais entrepreneur au pays là, comment? C'est moi, c'est David quand même. Voilà, c'est David quand même là. Pourquoi je vais au Japon et vous me rendez la vie aussi difficile? Mais je me suis rendu compte qu'avec le Japon, vous avez beau eu, ou bien comment il allait dire, votre histoire, capitaliser votre histoire un peu partout. Quand vous venez au Japon, ils attendent votre histoire au Japon. D'abord, avant de vous faire confiance. Il faut écrire votre histoire au Japon. Très bien. Si vous n'écrivez pas d'histoire au Japon, pourquoi on doit vous croire en vous? Parce que c'est un contexte très unique. Et donc, j'ai vanté tout ce que j'ai fait, mais eux, pour eux, qu'est-ce que vous avez fait au Japon? C'est ça qui, certainement, faisait qu'ils pensaient. Mais au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait être patient. Pour moi, j'ai appris à être patient. Écrire l'histoire dans la patience. Très bien. Ouais. L'histoire dans la patience. Donc, dans les discussions, je crois que quand je dis l'insertion n'a pas été facile, c'est pas quand même que c'est un mauvais pays. Non. Il y avait tellement d'opportunités, mais il fallait arriver à s'exprimer. Et la langue... Étudier le contexte. Et comprendre. Et la langue était le premier challenge. Oui. La langue était le premier challenge. Est-ce que tu comprenais le japonais avant de quitter? Ou c'est sur place que tu apprends les premiers mots? Non, je ne savais rien en japonais. Je suis allé là-bas. Mais c'est l'anglais quand même qui t'a ouvert les portes. Voilà. Et j'étais tellement fier de cet anglais-là. Et je vais là-bas. Le nouveau challenge, c'est que l'anglais, c'est dans le programme, mais après le programme, tu sors. Personne ne te parle anglais. Pour payer dans la rue. Tu es dans la rue, tu vas n'importe où. Personne. Le transport. Mais j'ai dit, il n'y a rien en anglais. Peut-être 2% ou quelques-uns que tu vas rencontrer. Sur les panneaux, tout est en japonais. Bon, souvent, il y a quand même anglais, japonais. Mais ce qui est sûr, si tu voulais communiquer avec les gens, si vous voulez demander l'information, il faut le faire en japonais. Ouais. Et donc ça devient un nouvel challenge pour moi. Et j'ai compris tout de suite qu'il fallait se mettre au boulot pour apprendre la langue. Est-ce que c'est à cause de la barrière linguistique que les gens ne voient pas les opportunités qu'il y a au Japon? Ça fait partie, je vais dire, ça fait partie des difficultés. On dit souvent que le Japon est très loin, mais est-ce que la langue est quand même la barrière qui vient très souvent? La langue peut être une barrière, mais je dirais au-delà de la langue, c'est les valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'incarne le Japon, la discipline. Ouais. Je pense que ça ne donne pas accès facile. Voilà. Et puis et tu reviens tout le temps sur la discipline. Bien sûr. Qu'est-ce que tu mets dans ce mot-là, la discipline, la rigueur, la pression? C'est quoi concrètement? La discipline, c'est la discipline, ça se définit par le dictionnaire, ça c'est très simple. Oui. Mais au Japon, je dirais que c'est, comment on le dit là, en anglais, c'est le common sense. C'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. C'est pas quelque chose à négocier. C'est pas ici où on dit, quand tu te fixes un objectif, ou quand tu es dans une relation avec quelqu'un, ou quand tu fais des affaires avec quelqu'un, il faut respecter les promesses, il faut faire les clauses et autres. Pour le japonais, c'est naturel. C'est pas à négocier. C'est au-delà de ça qu'il faut négocier, quoi. Donc pour moi, d'autres clauses vont venir après, mais la discipline, ça reste la base, le principe de base. Voilà. Donc ici, comme tu dis à quelqu'un, je viens à 15h, tu t'amènes à 17h. Un béninoise africaine. Naturellement. Mais là-bas, si tu t'amènes même à 5 minutes avant la rencontre, ils pensent que c'est pas poli. Parce qu'ils disent, tu aurais pu avoir un petit 15 truc, minutes, 20 minutes. Voilà, 10 minutes, 15 minutes. En tout cas, il ne faut pas aussi être trop. Il ne faut pas aller jusqu'à 30 minutes, tu indisposes l'autre. Okay. Donc, il faut rester dans le juste milieu, dans la norme, quoi. Voilà. Et puis, le retard, ce n'est pas quelque chose qui se négocie là-bas. Quand tu es en retard, c'est déjà un signe d'indiscipline et de manque de respect. Et donc, moi, je pense que c'est des valeurs basiques et qui, pour moi, on n'a pas encore incarné dans nos systèmes pour une raison ou une autre. Parce que là-bas, c'est un système qui est bien construit. Ouais. Tu penses au système de transport et tout ça. En tout cas,
quand le Japonais se lève de la maison, il sait que je dois arriver à tel endroit à telle heure. Il arrive à l'heure. Voilà, mais ici, bon, peut-être, on ne sait jamais, il y aura un go slow quelque part. Ça ne devrait pas se justifier quand on est habitué du terrain. C'est-à-dire, si je sais que je dois venir de Calavi pour une rencontre, par exemple, à Ganhi, mais il faut préparer. Il faut savoir que, bon, de Calavi à Ganhi, si ça devait me prendre 30 minutes, il faut ajouter encore 1 heure de temps. Parce que le contexte le demande. Oui, tout à voilà, fait. donc pas d'excuses. Mais est-ce que sur place, tu as retrouvé des gens comme toi? Tu as dit que tu étais parmi les 3 Africains qui étaient sélectionnés. Et la cohabitation entre Africains, au début, c'était facile aussi pour toi? Ça a été un avantage, un atout pour te démarquer? Il y avait 3 pays africains, effectivement, représentés. Et pour moi, j'étais content de voir les miens avec moi. Mais bon, je n'étais pas mis dans un esprit de créer un club africain dans le programme. Je me suis ouvert, comme on le dit, c'est ça, non? À tout le monde. Je me suis donné l'opportunité d'apprendre de chacun, voilà, de chaque boursier. Pour capitaliser des opportunités que le programme offre, quoi. Parce que c'est la diversité culturelle, des compétences, et puis voilà. Et donc, tout ce qui est différent de moi peut m'enrichir. Pour moi, c'était l'esprit ça. Bien que je cohabitais avec les Africains, j'étais aussi ouvert avec tout le monde. Je me suis assuré de faire de tout le monde mes amis. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Japon forme des diplômés ou des acteurs de changement? De ton expérience sur les 10 dernières années, est-ce que je te dis que, bon d'accord, on va au Japon pour chercher un diplôme ou on va pour devenir un acteur de changement? Je dirais le diplôme n'est pas suffisant. Donc le diplôme est important. Il est important, mais il ne peut pas être seul objectif pour... Donc, je rencontre un entrepreneur où je dis, mais d'accord, je suis diplômé, je suis titulaire de master, j'ai un doctorat, ça c'est moins important que je sais faire telle chose. Je sais faire telle chose et j'ai telle valeur. Et j'apporte telle chose à la communauté. À la communauté. C'est-à-dire, pour le Japonais, c'est pas d'abord tes compétences, c'est qui tu es. Tu as beau avoir les diplômes, tu as beau avoir les compétences, il veut savoir d'abord, est-ce que tu es un homme de valeur? Est-ce que tu es un patriotique, quelqu'un qui a même du respect pour ta propre culture, tout à fait. Avant même de venir parler de la culture japonaise. Donc, quand tu remplis toutes ces conditions, c'est en ce moment qu'il viendra chercher à savoir qu'est-ce que tu apportes en termes de compétences ou de valeur ajoutée dans le débat. Voilà. Et bien sûr, quel impact toi-même tu voudrais créer en tant qu'individu, ainsi de suite. Je suis des ressources humaines, donc je parle en connaissance de cause. Voilà. Alors, est-ce qu'a dit que la meilleure façon d'échouer au Japon, c'est d'y aller sans un plan, sans un objectif, sans une vision? C'est la façon même qui ne te permet même pas d'aller là-bas. Il faut avoir assez pour échouer. Donc, pour quitter Cotonou, il faut vraiment avoir une vision. Voilà. Il faut avoir un intérêt, un engagement, un impact, on court derrière un impact et non derrière des chiffres. Les chiffres, c'est pas important. Les chiffres peuvent, bien sûr, contribuer en partie, mais il ne faut pas se focaliser seulement sur les chiffres. Et il faut voir un peu les bourses japonaises que la JICA organise ou l'ambassade organise ici. Mais la sélection est vraiment pique. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, quand on prend 5 personnes du Bénin, il faut savoir que c'est 5 talents. Voilà, c'est 5 talents, mais c'est 5 personnes qui pourraient créer un grand changement pour le Bénin. Voilà, eux, ils prennent des gens qui ont des ambitions, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour plus d'un, pour la communauté, pour la société. C'est ces aspects-là que les Japonais regardent beaucoup plus quand il s'agit des questions de bourse. Mais l'impact peut ne pas être seulement ton pays, ça va au-delà des frontières. Et c'est ces aspects qu'il faut vraiment garder en tête quand vous avez un plan pour le Japon. Il faut être prêt pour ça. Et tu
tout à l'heure, tu as dit que l'un des obstacles aussi, c'est la langue, la barrière linguistique. Bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour que les gens puissent comprendre le japonais, pour qu'on parle mieux le japonais, et pour qu'on ait aujourd'hui accès aux opportunités venant du Japon? J'ai fait pas mal Là, de je choses. m'adresse maintenant au président de la plateforme de la diaspora. Et bien sûr, et Voilà. à Africa Samouraï, bien sûr. Exactement, oui. Et je pense qu'on fait beaucoup. Cette fois-ci, quand je suis arrivé au Bénin, j'ai lancé par exemple à l'université un centre de langue. À l'UAC? Oui, à l'UAC, Oui. langue et culture japonaise. Et ça, c'est pour permettre beaucoup plus d'accès au Japon. Je suis aussi venu avec un intellectuel africain là, et le professeur Usubi Sako Ouais. nous a bien fait l'honneur, le Malien, voilà, qui a fait l'honneur d'être là parce qu'on a voulu qui viennent présenter les opportunités qui existent dans son secteur, parce que lui, il est du monde académique. Oui, il est de l'architecture. Voilà, c'est un architecte de base. Il est directeur exécutif des universités de la ville de Tokyo, Ok. du gouvernement de Tokyo, je dirais. Tokyo, ok. Et donc, il est venu, il y a pas mal de bourses dont il a parlé pour ceux qui vont faire le doctorat, pour le master, et tous les niveaux. Il y a pas mal d'opportunités. Et donc, il a donné la clé, le secret pour l'avoir. Mais la langue était aussi un grand atout pour pouvoir accéder à ces opportunités-là. Donc, voilà. Mais comment est-ce qu'on accède donc à cette formation que vous initiez à Calavi pour les jeunes voudrant apprendre le japonais? Il faut tout de suite rentrer en contact avec nous. Africa Samouraï, vous allez nous voir sur les réseaux sociaux aussi. Vous allez sur notre site web. On a Africa Samouraï qui est là. Contactez-nous et on va vous montrer le chemin pour le Japon. Donc, ça veut dire que je peux apprendre le japonais en 1 mois, 2 mois et être assez fluide? Ça, c'est pas aussi facile que ça. Mais si vous êtes prêt, nous, on va vous guider et on va vous s'assurer que vous obtenez le minimum qu'il faut pour être admis pour le Japon. On va vous accompagner, surtout au-delà de la langue, vers les opportunités. L'intégration culturelle, le soft skills, l'aptitude à avoir, la rigueur à avoir, la discipline à développer. Donc, vous intégrez tout ça dans le programme. Voilà, c'est-à-dire avec 6 mois, vous pouvez, si vous êtes assidu, vous pouvez être prêt pour voir un premier pas vers le Japon. Arrivé là-bas, vous pouvez bien sûr continuer à approfondir la langue, mais le basique que vous avez besoin, on peut vous l'accorder, et le minimum que vous aurez besoin aussi pour la culture, on peut vous aider aussi à le comprendre. Alors, on revient maintenant encore sur le business, parce que là, tu es beaucoup plus aussi sur le front, connecter les entreprises africaines aux entreprises japonaises. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, les premières expériences que tu as eues? Est-ce que tu as des résultats concrets? Est-ce que les entreprises qui s'intéressent à l'Afrique déjà, à travers ce que tu fais en tant que président de la diaspora? Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il y a, quand on a commencé ce truc en 2019, et quand on le compare aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de progrès, surtout avec l'avènement de l'Expo universelle qu'il y a eu à Osaka. Il y a la TICAD aussi. Oui. Ces derniers temps, l'engouement a monté. Nous, on fait le Business Forum. On a ce qu'on appelle Osaka Africa Business Forum. C'est un programme annuel. Chaque année, on le fait à Osaka, en partenariat avec une ville qu'on appelle Higashi Osaka. C'est la ville de l'innovation et des petites et moyennes entreprises au Japon, de la transformation, je dirais même d'ailleurs. Et donc, quand on finit ce programme, on donne l'opportunité aux Japonais de découvrir l'Afrique, mais de voyager en Afrique. Ouais. Donc nous les accompagnons voyager à travers la culture africaine, la gastronomie africaine, et voilà, l'innovation africaine. Mais de l'autre côté, on donne aussi des opportunités aux entrepreneurs africains, venir chercher des opportunités au Japon, aller au Japon, bien sûr, trouver des partenaires avec qui collaborer. Et jusqu'à là, je pense qu'on a quand même beaucoup de témoignages. Et cette fois-ci, j'étais au Bénin. Je suis arrivé au Bénin avec d'autres opportunités. On a même eu une rencontre avec
La DPME, c'est... La DPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Oui, je crois bien. Oui. De l'autre côté, il y a l'Agence des petites et moyennes entreprises qui est sous le ministère des Finances du Japon, avec qui on est en partenariat. Oui. Et donc, il y a une présentation sur une plateforme de 27 000 entreprises japonaises. Voilà, japonaises, des petites et moyennes entreprises japonaises, avec qui nos entrepreneurs peuvent être connectés pour co-développer. Donc, cette plateforme a été présentée et la DPME, le directeur, a été bien intéressé. Donc, les discussions sont en cours. C'est-à-dire, vous allez sur la plateforme, vous dites agriculture, agro-business, 500 entreprises se positionnent, vous allez un peu dans les détails, vous allez cibler et trouver l'entreprise, le partenaire que vous voulez. Mais pour le moment, la plateforme n'est pas encore ouverte aux individus, aux entreprises, mais ça va se faire d'institution en institution pour filtrer, s'assurer quand même qu'il y a la confiance entre les membres de la plateforme. Donc c'est un truc, une opportunité comme ça qu'on a apporté, qui est en discussion actuellement, et je pense que le Japon s'ouvre. 27 000 entreprises qui s'ouvrent. Qui veulent se connecter à l'Afrique. Voilà, et bon, dans ces 27 000, c'est vrai, la majorité, ce sont des petites et moyennes entreprises, mais il y a des grandes entreprises qui les soutiennent aussi. Alors, le temps que la plateforme ne soit accessible à tous, qu'est-ce qui caractérise l'entreprise japonaise? Je vais à un partenaire avec une entreprise japonaise. Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce que doit savoir faire pour avoir sa confiance, par exemple? Il faut savoir donner et gagner la confiance dans un premier temps. Donc, la confiance, c'est le premier c'est le minimum, niveau le minimum du partenariat. Du partenariat. Tant que vous n'inspirez pas de confiance, avec ce minimum de discipline dont je parle, c'est pas évident. Parce que les Japonais, ils sont beaucoup plus orientés vers le futur, le développement durable, le long terme. Donc, quand il veut rentrer en relation avec vous, il veut savoir est-ce qu'on est prêt à travailler sur le long terme. Le nôtre, comme moi j'ai été au départ, on est pressé. On veut tout de suite. Ça doit il faut que ça soit cuit tout de suite. Mais pour les Japonais, non, préparons bien. Apprêtons-nous à travailler sur de long terme et pour pouvoir faire quelque chose de durable. Et donc, c'est un peu ça. Donc, pour le travail le japonais, il faut être prêt, il faut être clair dans votre vision, il faut savoir ce que vous voulez faire clairement. Votre projet doit être vraiment très bien précis, clair. De l'autre côté, il faut démontrer la confiance, la compétence aussi. Voilà. Et il faut aussi être humainement, comment on appelle là, il faut être ouvert, il faut être patient. Et ouvert, voilà, pour des collaborations de long terme, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, c'est peut-être secret, qu'est-ce qui intéresse cette entreprise japonaise à l'Afrique? En Afrique, je pense qu'ils cherchent, je reviens sur le mot, des partenaires de confiance. Ils cherchent des partenaires de confiance. Et aujourd'hui, si on parle des secteurs, il y a bien sûr le secteur d'innovation, le numérique. Bien sûr, ça intéresse le Japon, les fintech, c'est-à-dire le numérique appliqué aux finances. On va parler de l'agriculture aussi, les intéresse. J'en ai vu des partenaires qui sont arrivés, surtout précisément pour l'agriculture. Ils sont aussi intéressés par l'éducation. Voilà, et il y a d'autres même qui sont intéressés par l'industrie. Il y a un partenaire qui nous a demandé de les aider, par exemple, à trouver des partenaires ou des investisseurs pour une brasserie, par exemple. C'est une technologie de brasserie qu'ils ont, qui veulent maintenant déployer vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Oui, et c'est sur ça qu'on travaille, par exemple. C'est des opportunités. Et donc, ils sont prêts à donner la technologie, à donner le savoir-faire et tout l'accompagnement qu'il faut pour que l'entrepreneur qui travaille avec eux puisse être autonome. Donc, voilà un peu ce que je vois. Alors, je reviens maintenant encore à ton statut de président de la diaspora. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir individuellement à l'étranger? Individuellement. A dit, je vais au Japon, je travaille individuellement à réussir, ou je travaille collectivement avec d'autres Africains pour réussir. Vous pourrez réussir individuellement
Mais vous allez réussir plus si vous allez collectivement. Parce que individuellement, bon, il y a des réussites, hein, mais ce n'est pas des réussites d'impact ou bien ce n'est pas des réussites comment on appelle. Comme on le disait depuis le début, donc il faut toujours penser au bien collectif. Au bien collectif. Je crois que c'est ce qui, moi, m'a motivé d'ailleurs à créer ce mouvement collectif. La culture, là-bas aussi, c'est dans les affaires, vous allez constater que les Japonais sont très solidaires. Si les Japonais veulent travailler avec vous, il va vous demander, un Japonais veut travailler avec vous, comme je le dirais, il va vous demander d'abord, est-ce que vous avez travaillé avec un Japonais dans le passé? Ok. Il veut s'assurer s'il peut construire sur une corde déjà solide. Et si vous dites non, bon, ça veut dire la chance pour vous d'avoir un partenariat avec eux va prendre du temps. Mais si vous dites oui, on peut considérer qu'en partie, 50% ou même 60-70%, vous êtes déjà prêt. Vous êtes déjà prêt parce que vous aurez dépassé cette étape de confiance. Parce que pour eux, quand un Japonais a accepté de travailler avec vous, ça veut dire que vous êtes un homme de confiance. Il sait que le Japonais qui a décidé de signer un partenariat avec vous a déjà fait le travail de confiance. De confiance. Et c'est le reste maintenant. Le reste, c'est assez facile. Donc, c'est parce qu'il a confiance à l'autre Japonais. Voilà. Ouais, donc il faut être crédible, il faut être crédible. Je le dis toujours, dans les affaires, le capital premier qu'on a, les ressources premières, confiance. C'est ça qu'on a et c'est ça qui fait la différence. Alors, donc, on va peut-être résumer ça pour nos amis qui nous suivent. Les 5 règles non négociables. Je pense que dans un premier temps, il faut un projet clair. Voilà. Et avec votre projet clair, vous pouvez avoir la confiance. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir la discipline nécessaire pour arriver quand même à convaincre et à pouvoir vivre dans un environnement comme le Japon. Troisièmement, il faut arriver à aller au-delà de vous-même et avoir des projets d'impact et qui puissent impacter plus d'un. Donc je pense que ces 3 points sont très essentiels. La langue aussi. Voilà, à côté de ça, il faut comprendre la langue et qui est aussi un point non négligeable et qui est d'ailleurs un point vraiment qui renforce la confiance. Parce que quand vous parlez la langue, vous créez également ce sentiment de confiance. Et dernièrement, je pense que le Japon... L'intégration culturelle. Oui, le Japon vous offre un environnement qui vous permet de vous exprimer, mais il faut avoir cette humilité d'accepter la culture et de pouvoir respecter la culture des autres, tout en, bien sûr, restant vous-même. Donc je pense que ces points-là sont importants selon moi. Revenons à la culture, il arrive que David prépare des plats africains. Bien sûr. Mais quel est ce talent-là? Comment tu l'as appris? Et comment tu essaies de valoriser la culture africaine au Japon pour faire découvrir le talent, nos potentiels gastronomiques aux Japonais? Ça se passe comment, cette initiative? Cette initiative même est partie d'où? C'est ça la question. C'est parti du fait que quand vous communiquez avec le Japonais, vous dites « je viens du Bénin, je viens de l'Afrique ». Il dit « mais c'est loin ». Alors que ils sont capables d'aller au Brésil, qui est même peut-être plus loin qu'aller en Afrique. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que cette distance-là n'est pas forcément physique. C'est aussi culturel. Quel est le rapprochement entre le Japon de façon culturelle et l'Afrique? Bon, l'Afrique, bien sûr, il y en a beaucoup de cultures, mais il faut qu'il y ait un rapprochement. Donc, c'est de cette question-là que nous, on s'est dit, bon, faisons quelque chose pour rapprocher, en tant que communauté, nos cultures. Et là, on a commencé ce qu'on appelle le Discover Africa Food. Bien sûr, on a fait le Discover Africa qui est une présentation générale des pays africains, mais le Discover Africa Food était bon plus spécifiquement sur la gastronomie africaine. Donc chaque mois, on faisait en partenariat avec un restaurant qui est basé à Higashi, Osaka, Kitchen Sawasawa. C'est un restaurant japonais, mais
le promoteur était, la dame la promotrice était passionnée par l'Afrique, donc on collaborait. Et chaque mois, on envoyait un Africain pour collaborer à le restaurant pour faire le mets de leur pays. On en a fait déjà plus d'une trentaine. Et après ça, à l'Expo, on a eu à ouvrir à l'exposition universelle, oui, un restaurant panafricain qu'on appelle PANAF, African Dining Hall. Et ce PANAF accueillait près de 2000 personnes par jour. Donc c'est un restaurant qui a un podium pour les animations culturelles, qui a bien sûr 200 places assises pour bien sûr déguster la nourriture, qui a une boutique panafricaine, qui a des produits africains. Et au même moment, nous organisons aussi des événements. On a un salon VIP où les gens viennent se rencontrer pour discuter. Donc on a un concept qui présentait la gastronomie africaine par région. On a ouest africain, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc on a créé un concept comme ça qui a fait de nous un restaurant très populaire au Japon pendant l'Expo. Donc pour nous, à travers la gastronomie, on peut aussi créer de la connexion culturelle et je pourrais appeler ça la diplomatie de gastronomie. Alors on va revenir, on descend progressivement, on va revenir sur ton quotidien. Oui. David se lève à quelle heure souvent? C'est donc. Je m'y attendais parce que justement, quand on est en même temps entrepreneur, diplomate d'une manière ou d'une autre, quand on est engagé pour la cause commune, est-ce qu'on trouve du temps pour soi? J'ai pas envie de créer d'ennemis. Oui. Sinon, ma famille dirait que tiens, il faut du temps pour nous. Okay. Mais je dirais, le temps pour soi n'a pas forcément de priorité. Parce que pour moi, le soi, c'est les autres. Voilà, quand je regarde autour de moi, les gens sont contents. Ils arrivent à trouver leur chemin juste parce que j'ai contribué à quelque chose. C'est mon soi, ça. C'est moi qui suis là. Je suis satisfait. Et donc, quel autre soi vous voulez que je retrouve ailleurs? Donc, pour moi, c'est comme ça. Et bon, quand on est dans un contexte où on est au Japon, qui est, par exemple, à 8 heures de décalage du Bénin, où vous voulez intervenir sur les deux terrains. Ah oui, pendant que le Japon dort, il faut répondre au message du Bénin. Voilà, il faut régler le problème. Et pendant que le Bénin dort, il faut être actif au Japon. Au Japon. On n'a pas finalement d'heure de repos. Le repos, pour moi, c'est quand on a fini les objectifs à atteindre dans la journée. Voilà, on peut dormir. Comment tu te planifies? Moi, Tu as des logiciels pour te planifier ou tu te planifies naturellement et puis j'ai d'abord les alarmes qui me réveillent ou qui me sonnent que bon, dans 30 minutes, il y a telle chose qui vient. Mais j'utilise beaucoup le Google, comment on appelle Agenda. L'agenda de Google, j'utilise beaucoup ça. Bien sûr, il y a d'autres applications qu'on utilise pour s'assurer qu'on est bien organisé dans ce qu'on fait. Mais pour moi, quand je me réveille le matin, je sais qu'il est en train de faire nuit ici au Bénin. Et je peux faire mon jogging. Pendant mon jogging, je peux appeler la famille. Voilà, et puis on discute un peu. Et puis voilà, les amis, on a l'édition. Donc, donc quand les gens se réveillent de l'autre côté, il fait nuit chez moi. Donc en ce moment, on se met au boulot, quoi. Donc voilà. Donc il y a une période de transition. Disons, pendant qu'il fait nuit à Cotonou et que le jour se lève de l'autre côté, il y a cette transition-là que tu gères pour connecter les deux continents. Voilà, mais au-delà de ça, il y a aussi... Je suis entre mon boulot principal, la vie d'entrepreneur. La vie d'entrepreneur, mon organisation, et maintenant, je gère la question géographique. Voilà. Je vois. Mais c'est une passion, et je le fais avec passion, et même si je quitte ici maintenant, je vais le faire encore parce que pour moi, c'est ce qui me définit. Donc j'aime bien ce que je fais et je ne vois pas de fatigue en cela. Est-ce que David voudrait bien voir davantage de jeunes venir au Japon, réussir au Japon, engager, entreprendre au Japon ou depuis le Japon? Je voudrais voir davantage de jeunes. J'aime bien le mot davantage parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà au Japon grâce à mes efforts. Grâce à tout ce qu'on fait, on a eu même à créer des opportunités de bourse où des jeunes béninois
sont au Japon aujourd'hui en train d'étudier. Voilà, on en fait, on continue de faire. À travers Africa Samouraï. À travers Africa Samouraï, on a créé des opportunités. Même au Japon, j'ai aussi permis aux autorités d'avoir des MOU avec des universités pour créer des opportunités de bourse. Voilà, l'ambassade. Un mémorandum oui, d'entente entre l'ambassade et puis des universités, créer des opportunités de bourse. Donc pour moi, chaque fois qu'il y a opportunité qui puisse permettre aux Béninois d'aller se faire former ou d'aller trouver des partenaires, je me lance tout de suite sans toutefois penser forcément qu'est-ce que je gagne. Ce que je gagne, c'est qu'il y a un autre Béninois qui se forme, qui vient et qui se réalise et qui peut lui aussi à son tour créer d'opportunités pour d'autres Béninois. Voilà ce qui me passionne moi. On a connu David l'étudiant venu de la Côte d'Ivoire, on a connu David l'entrepreneur au Bénin. On a connu David très engagé pour la diaspora africaine au Japon. Et est-ce qu'on va connaître David politicien au Japon ou Voilà, vous voulez venir ici des terrains glissants. Je comprends. Politicien, non, j'ai pas encore eu cette ambition. Je pense bien continuer de servir avec les capacités, les qualités que j'ai actuellement dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, s'il y a d'opportunités pour servir aussi à créer le pont solide entre peut-être le Bénin et le Japon. Ou d'autres pays et le Japon, que je fais d'abord. D'ailleurs, je suis un diplomate de nature. Puisque pas de fonction. Voilà, personne ne m'a mandaté, je me suis mandaté diplomate. Je fais ce que je peux, j'envoie des missions économiques au Bénin, je recommande le Bénin à des investisseurs, j'essaie de travailler, de faire le pont, ce que je fais naturellement. Donc, je suis prêt à continuer dans cet élan. On ne connaît pas demain, mais en tout cas, ma ligne est tracée. Je vais continuer à y travailler. En préparant ce rendez-vous, cette causerie, je me suis dit, mais combien de prix David a reçu dans sa vie? Et puis, je me suis souvenu, mais dans tous les cas, si le Premier ministre japonais a pris Pondéou, ça veut dire que c'est quelque chose quand même qu'il a fait, qu'il a marqué. Et pour dire, est-ce que les distinctions, ça te dit quelque chose ou pour toi, c'est le résultat qui compte au fait? Les distinctions, c'est une très bonne question. C'est vrai, on s'en réjouit quand on est distingué, mais on ne le fait pas. Pour moi, j'ai toujours cru que il faut continuer de travailler. Et même quand vous n'en parlez pas, je suis sûr que c'est parce que les gens voient ce que vous faites que vous distinguent. Donc pour moi, c'est bon d'être distingué. J'aime bien avoir les prix, même à l'entreprise où je travaille. J'ai eu 3 prix au sein de l'entreprise. Et le meilleur employé, chaque année, ils distinguaient 10 des 25 000 employés qu'ils ont. Et j'en ai eu 3 fois. Bravo. Voilà. Dans l'entreprise, donc ce qui peut-être a servi et permis à ce que je sois manager, tout ça aujourd'hui. Il y a eu des prix aux États-Unis et 2 fois. Oui, je me rappelle, il y a 2 ans, vous avez gagné le prix du jeune leader africain. Je pense que c'est bien ça. Oui, ça c'est un prix comment on appelle, des descendants africains. Moins de 40 ans. L'année passée, j'ai eu un autre prix avec Black Professional International qui m'a aussi distingué des 50 professionnels qu'ils ont reconnus des Noirs dans le monde entier. Je m'étais surpris de voir que j'étais sur la liste. Mais bon, tout ce qu'on fait, Dieu nous accompagne. Et puis en même temps, les gens qui voient ont envie de vous encourager de faire davantage. Et nous, on donne des prix. Vous voyez, à ADNG, à ADNG, Africa Diaspora Network Japan, chaque fois qu'on fait le forum d'affaires, on distingue des Japonais qui font des merveilles en Afrique. On distingue des Africains qui font des merveilles au Japon. Voilà, nous aussi, on le fait. C'est dans notre culture d'encourager les gens qui contribuent et créent d'impact. Et donc, si les prix viennent vers nous, on ne va pas refuser. D'accord. Alors, merci. On est à la fin de cette causerie. Ouais. Ça passe vite le temps. Et je te laisse peut-être conclure directement, au lieu que ça soit moi qui conclue. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes Africains qui t'ont suivi, qui t'ont écouté et qui ont compris les valeurs du samouraï africain qui se retrouve au Japon? Qu'est-ce que tu veux bien leur dire, leur rappeler? Et
attirer leur attention sur le principal ou la principale clé qui peut les aider à ouvrir les opportunités au Japon? Merci beaucoup. Je pense qu'au-delà du Japon même, la clé pour s'ouvrir les portes, c'est d'abord la discipline. C'est vrai, on parle de la discipline au Japon, mais si vous appliquez la discipline dans tout ce que vous faites, vous avez l'opportunité de réussir. Ne pas se donner des limites. Ça, pour moi, je l'ai dit, même hier, j'en ai dit à un jeune qui discutait avec moi et qui pensait qu'il n'y avait pas d'espoir. Ne se donne pas de limites. Donne-toi les moyens, c'est très important. Il faut rêver grand. Rêver grand, mais se donner les moyens. Et je pense que, personnellement, il y a la chance. Mais je me dis, la chance existe parce que vous aurez préparé le terrain. Si la chance vous sourit et que vous n'êtes pas prêt, vous n'allez rien accomplir avec cette chance-là. Donc, il faut être toujours prêt. Si vous savez que vous voulez étudier au Japon, il faut déjà commencer à apprendre la langue. Il faut déjà commencer à comprendre le Japon, comment ça fonctionne. Il faut même se faire un réseau au Japon. Moi, je suis là, il faut se connecter avec la diaspora africaine au Japon. Il faut discuter, il faut comprendre. Donc moi, je vous encourage à garder espoir et à avoir un projet clair de ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé par le Japon, n'hésitez pas à nous contacter. David Kondo, vous pouvez me trouver un peu partout. Sur les réseaux, voilà, Twitter, LinkedIn, Facebook, voilà, Facebook, un peu partout. Maintenant, si vous êtes intéressé par la langue aussi, il faut contacter Africa Samurai. On est là à vous accompagner à l'université d'Abomey Calavi. On va vous accompagner. Si vous voulez des bourses, n'hésitez pas aussi. Il y a tellement d'opportunités au Japon. Ne vous limitez pas comme le disait Philbert au départ, aux pays traditionnels que la France, le Canada, les États-Unis. Voilà. Non, il y a beaucoup plus d'opportunités en Asie, principalement au Japon. Et avec ces valeurs, le Japon est une puissance. Et vous connaissez, vous voyez beaucoup ces technologies japonaises un peu partout en Afrique. Donc moi, je vous encourage à mettre le Japon dans vos options de recherche. Ne vous focalisez pas trop sur le terrain déjà battu. Par exemple, comme les pays qu'on a cités, nos aînés, beaucoup de gens ont déjà réussi là-bas. Le Japon est encore un terrain vierge, comme je le dirais. Il y a tellement d'opportunités. Si vous venez, vous ne serez pas déçus. Donc moi, je vous encourage à chercher les opportunités vers le Japon. Et du talent et de la chance, comme le dirait le professeur Brice Saint-Saint, même dans ce même studio. Alors, merci beaucoup pour ta disponibilité. On espère te recevoir très prochainement en tant que peut-être représentant de l'Afrique dans un autre compartiment de la gestion du monde. Bien sûr. Merci Philbert. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Merci Philbert pour cette opportunité. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour mettre en lumière les opportunités pour nos confrères africains. Merci. Avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Arigato gozaimasu. Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.